Bonjour à tous. Je commence mon intervention par une citation de Saint Augustin dans son livre Les Confessions. Il dit: Si personne ne me demande ce qu'est le temps, je sais ce qu'il est. Et si on me le demande, je vais l'expliquer, je ne le sais plus. Le titre que j'ai donné à mon intervention, la certitude d'un sujet qui attend la mort, m'a interrogée en résonance avec mon expérience de psychologue en équipe mobile en soins palliatifs. Je cite Saint Augustin dans La Cité de Dieu qui écrit: Comment appeler mourant ce que la mort ne possède pas encore? Et cependant, c'est avec raison qu'on les appelle mourants, car la mort étant venue, ce n'est plus mourant, mais mort qu'on les appelle. Selon Jacques Lacan, la mort appartiendrait au registre du réel, considéré comme quelque chose d'impossible qui ne répond à aucune symbolisation. À domicile, auprès des personnes malades en fin de vie, propose la prise en compte du réel comme impossible à supporter. La pertinence de notre engagement et de notre démarche psychanalytique réside dans l'accompagnement du rapport du sujet au désir, mouvement psychique fondamental qui tente d'apprivoiser l'impensable et de le maintenir vivant jusqu'au bout. Alors que le médecin s'adresse au patient dans une tentative de l'informer, soi-disant dans le but de respecter son droit de savoir, le sujet reçoit de cet autre, posé comme sujet supposé savoir, des certitudes qui se substituent à la vérité. Je cite Lacan: n'est pas simplement ce qui à un moment fait irruption, a fêlé quelque part une sorte de structure qui paraît imaginée comme totale, c'est que certains événements viennent se situer à une place dans cette structure. Ils l'occupent et y prennent la valeur signifiante, tenant cette place chez un sujet déterminé. C'est cela qui fait la valeur traumatique d'un événement. Fin de citation. L'éruption du réel provoque une sidération psychique, car il s'agit d'une division développée sur un mode somatique et inaccessible à une symbolisation. Elle est de la même substance que l'angoisse, le seul affect qui ne trompe pas, comme le dit Lacan, parce qu'il est pris dans le réel. L'effet iatrogène de cette annonce sur l'état du patient est un dire qui passe le dit, au sens où cela occupe bien plus qu'une simple annonce d'une situation médicale, car cela occupe la place de vérité pour le sujet. Ce dernier se sent déjà mort, ne plus être, dans l'attente de l'arrivée de la mort elle-même, hors désir, sans envie, sans besoin, sans demande. Position d'être plongé dans une solitude absolue, avec pour seul horizon la perspective de sa fin. Le sujet, en tant que par-l'être, se trouve dans un rapprochement direct avec l'inquiétante étrangeté. Il ne peut s'y dérober dans ce premier temps de l'annonce qui le plonge dans l'effroi devant ce qu'il l'unheimlich. Lacan précise que, face à la présence du désir de l'autre qui se manifeste d'une manière énigmatique, le sujet est sans recours. Il est ilflos psyché, si je le prononce bien. C'est là le fondement de ce qui, dans l'analyse, a été exploré, expérimenté, situé comme l'expérience traumatique. Fin de citation. Abandonné dans la solitude qui l'épouvante,
Le sujet se fixe dans le temps qui porte la mort et se refuge au présent comme défense pour essayer de rester vivant jusqu'au bout avec la maladie. La maladie létale prive le sujet de toute articulation de signifiant. Elle peut le réduire au point zéro. Il ne resterait que le corps. Mais être seulement ce corps, est-ce possible? La présence du corps frappe tout écart pour le sujet, qui devient un objet pour l'autre, le grand autre, et notamment à son regard. L'aboutissement immédiat du trauma, c'est l'angoisse, dont Lacan disait qu'elle est inévitable à la vie. Il n'y a pas de vie possible sans angoisse existentielle. L'affect d'angoisse est lié, selon lui, au phénomène de dépersonnalisation. Cette partie non moïsable, cette image de soi que le sujet ne reconnaît pas. L'étrangeté surgit du côté de l'image spéculaire où quelque chose advient au lieu du corps. Or, si ce qui est vu dans le miroir est angoissant, c'est pour ne pas être proposable à la reconnaissance de l'autre, du grand autre. Il y a là deuil du fantasme. L'angoisse, suppléant à l'effet traumatique de l'invasion du symptôme somatique réel, suspend l'effet du traumatisme dans sa fonction originaire. Le symptôme somatique est d'une certaine manière un bégaiement du corps qui empêche dans l'algèbre lacanienne l'intervalle entre le signifiant S1 et S2. Entre ces deux signifiants qui sont le rythme binaire du langage, il n'y a plus de mouvement et la gel de la chaîne signifiante. Sa prise en masse par le symptôme a pour effet du côté du sujet qu'il l'holophrase. La clinique de fin de vie met donc en lumière une position d'être du sujet hors de tout recours imaginaire et symbolique, dans l'attente, entre deux morts. L'être pour la mort est cette position d'être qui s'ouvre au sujet lorsque la structure imaginaire de son identité narcissique s'effondre, tant dans la cure qu'à l'arrivée avérée de sa propre mort. Cependant, dans cette clinique de l'annonce de fin de vie, l'accès à cette position d'être ne fera pas acte de naissance du sujet, mais vaudra acte de mort. Dans son travail sur le trépasse, Michel de Musan exprime que le sujet s'engagerait dans cette occasion dans une ultime expérience passionnelle, alors que les liens qui l'attachent aux autres sont sur le point de défaire absolument, il est paradoxalement soulevé par un mouvement puissant à cet égard passionnel. Fin de citation. Dans certaines conditions, l'imminence de la mort crée un processus ultime, une énergie mobilisée par le travail, pour le travail. Au fil de son discours, le sujet raconte des événements importants de son existence, les traces des désirs des autres, les moments qui l'ont amené à faire des choix cruciaux et ses impasses. Le sujet évalue sa vie dans la perspective de jugement dernier. Il a été invité à articuler la certitude et déterminer que dans quelques jours ou quelques semaines, il ne sera plus. L'absence d'horizon donne au dernier mot sa valeur et sa couleur. La mort se manifeste sous forme de peur, d'appréhension, mais en même temps, elle échappe à des représentations qui ne peuvent se recourir complètement. Se sachant en fin de vie, la certitude
amplifiés par les éléments extérieurs, pronostics, symptômes, dégénérescence physique, altèrent le rapport du sujet à la mort. Dans cette rencontre forcée avec les éléments accomplis, quelque chose se réalise. Si l'ancrage d'un terme final confronte le sujet à une substance impossible à métaphoriser, elle provoque aussi une réduction de l'espace. La certitude liée à la mort annoncée crée, j'emprunte le terme de Lacan, une projection spatialisante et clôt l'espace du sujet. À partir de ce moment, quelque chose lui est volé, même s'il ne peut le définir précisément. La mort, certes, fige le temps et l'espace se projette en bouclant sa vie. Celui-ci se dessine alors pour le sujet comme un tout fermé. Paradoxalement, une existence holistique qui signifie aussi sa perte. Le rapport à la vie est différent. Elle s'arrête, mais continue. Elle est perdue, mais perdure. Ainsi, un rapport au temps s'articule. Le temps se présente comme objet réel. Il est produit par le sujet qui parle. Plotin disait, « Le futur est le lieu où nous situons ce qui nous manque à être. » En d'autres termes, le sujet est dans l'attente de ce temps qui n'est pas encore, mais qui n'est rien d'autre qu'une révélation de son manque à être structural. Lorsque la confrontation avec l'idée de mort apparaît dans le champ réel, sous la forme de convictions énoncées, prendre en compte le mourir secoue incontestablement ce qui serait une éthique fixe de la psychanalyse, au sens où nous ne sommes plus uniquement dans le registre d'un savoir supposé, mais dans celui de ce qui peut brutalement apparaître comme une certitude absolue. Face à l'innommable par excellence, la mort comme l'évoque Lacan, prendre les mots au sérieux, les interroger, les faire sonner comme on ne les a jamais sonnés, il y a là une supposition possible à faire, la supposition de l'inconscient. Écouter au-delà du sens, s'interroger sur la logique de l'inconscient, et c'est à partir de là qu'on peut faire entendre quelque chose. D'où la position de l'analyste qui consiste à aider le patient à construire de nouvelles grilles de lecture, de s'interroger sur le temps comme objet propre à chacun qui définit sa façon d'être, la façon de s'aliéner ou de se séparer du temps de l'autre, du grand autre. N'est-ce pas ça ce qui fait l'opérant de l'acte psychanalytique et qui mène à l'adresse du désir jusqu'au bout? Je vous remercie.